Cette semaine, dans Afrique, nous partons à la rencontre de quelques-uns des 300 000 migrants au Soudan qui ont fui l'Érythrée dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe. Nous nous rendrons ensuite au Niger où la récente interdiction de transporter des migrants a un profond impact sur l'économie locale. Enfin, direction le Nigeria où les habits traditionnels redeviennent tendance. Mais d'abord, voici les titres de l'actualité cette semaine. Les dirigeants africains se sont retrouvés à Berlin lors du sommet du G20 consacré à la lutte contre la pauvreté qui participe à l'afflux de migrants vers l'Europe. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé à investir en Afrique et déclaré que la croissance économique et les investissements bilatéraux sont les clés pour améliorer la situation. Nous en avons déjà fait l'expérience, quand le désespoir est trop grand en Afrique, certains jeunes se disent qu'ils doivent trouver de nouvelles perspectives ailleurs dans le monde. Donc si nous travaillons ensemble pour vos pays, nous allons aussi avoir plus de sécurité pour nous-mêmes et nous pourrons mettre fin aux agissements illégaux de ceux qui s'enrichissent avec le trafic d'êtres humains. La femme de Toba Tabane, le nouveau Premier ministre du Lesotho, a été assassinée 2 jours avant qu'il ne prenne ses fonctions. Lipolelo Tabane, 58 ans, était en instance de divorce avec son mari. Elle a été tuée à 35 km au sud de la capitale où elle s'était rendue avec une amie. Thomas Tabane a formé une coalition avec 3 autres partis à la suite des élections législatives de début juin. Une alliance destinée à renforcer la stabilité politique dans ce pays fragile. Au moins 18 personnes ont été tuées dans l'attaque de 2 restaurants voisins à Mogadiscio par des militants islamistes Shebab. Il y a eu d'abord une attaque suicide à la voiture piégée contre l'établissement Posh Streets, puis les hommes armés ont pénétré à l'intérieur du restaurant Pizza House. Les 2 établissements sont très populaires auprès des jeunes somaliens lors de la rupture du jeûne du Ramadan. L'ancien chef rebelle congolais Bosco Ntaganda a raconté les horreurs qu'il a vues lors du génocide au Rwanda en 1994 et comment elles l'ont poussé à s'engager pour que cela ne se reproduise pas. Les troupes rebelles qu'il dirigeait sont accusées d'exactions dans la province congolaise de l'Ituri en 2002 et 2003. Près de 2 ans après l'ouverture de son procès, l'ex-chef rebelle a pris la parole pour la première fois. Il nie les 13 chefs d'accusation de crimes de guerre et les 5 charges de crimes contre l'humanité. 2 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble de 7 étages à Nairobi, au Kenya. Les habitants ont été évacués quand le bâtiment a commencé à se fissurer puis s'est écroulé. Ce genre d'accident est un problème récurrent au Kenya où les normes de construction sont affaiblies par une corruption chronique. En avril 2016, une 50aine de personnes sont décédées dans une catastrophe similaire. Hélène Zille, l'ex-chef de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition sud-africain, s'est excusée pour un tweet controversé dans lequel elle vantait certains aspects de la colonisation. Elle avait écrit « Pour ceux qui considèrent que l'héritage du colonialisme est seulement négatif, pensez à l'indépendance de la justice, au réseau de transport, à l'eau courante, etc. » Son tweet a suscité la controverse et a provoqué la suspension du parti et ses excuses 3 mois plus tard. Je réalise que mon tweet a ouvert les blessures de l'histoire. En particulier, je reconnais que mes propos ont blessé les Sud-Africains qui ont souffert durant la colonisation. Pour tout cela, je suis sincèrement désolée. Dans ce camp de l'état de Kassala, au nord-est du Soudan, près de 30 000 personnes attendent leur destin. Beaucoup ont fui l'Érythrée voisine et sont entrés illégalement au Soudan avant d'espérer rejoindre l'Europe. Après passer la frontière, certains ont été kidnappés par la tribu bédouine des Rachaïda. Après 5 jours en captivité, nous avons été secourus. Nous avons fui l'Érythrée parce que nous voulions la liberté. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons été capturés par les Rachaïda. D'après les forces de sécurité soudanaises, des dizaines d'Érythréens essayent d'entrer au Soudan chaque jour.
Et traverser à pied peut prendre des semaines. Ils fuient l'un des régimes les plus répressifs du monde qui impose un service militaire universel et sans limite de durée. L'armée érythréenne a ses agents partout et ils peuvent nous attraper, nous renvoyer là-bas. Ce n'est pas sûr pour nous d'être ici pendant longtemps. Le Soudan est un pays de transit clé sur la route de l'Europe. D'après l'ONU, au moins 108 000 Érythréens sont actuellement dans le pays. Ils passent ensuite en Libye ou en Égypte avant d'embarquer pour une traversée périlleuse de la Méditerranée. Pour réduire le trafic, les forces soudanaises ont augmenté le nombre de patrouilles le long des 600 km de frontières. La frontière est longue et difficile. Le Soudan ne peut pas la garder seule, même en déployant toutes ses capacités. Il ne peut pas la surveiller. Nous avons besoin d'une coopération internationale. Le trafic des migrants serait devenu un commerce de plusieurs millions de dollars. Dans les camps, les Érythréens disent vivre dans une peur permanente d'être envoyés chez eux. Certains ont payé des milliers de dollars pour traverser et beaucoup ont encore l'espoir d'atteindre l'Europe. Dans les allées du marché d'Agadez, les étalages sont garnis mais les clients se font rares. Issou vend des habits. Depuis l'interdiction du trafic de migrants, plus personne ne vient s'approvisionner chez lui. Avant, je peux vendre par jour 100 gants, 80, 50, 60, ça dépend. Mais maintenant, peut-être même 2 ou 3, tu ne peux pas vendre. Plaque tournante de l'exode des clandestins africains vers la Libye et l'Europe, Agadez est frappée de plein fouet par la loi interdisant le transport des migrants, entrée en vigueur en 2015. Les contrevenants risquent de 1 à 30 ans de prison et des amendes de 4 000 à 45 000 euros. Pour les passeurs et les rabatteurs, c'est désormais la crise. Le matin, tu vas voir plus de 200 ou 150 passagers. Actuellement, ça ne dépasse pas 4 ou 3 qui arrivent. Donc, c'est changé. Avant, chaque jour, il faut gagner 30 à 40 000. Actuellement, des fois, jusqu'à une semaine, j'ai rien. Pour dynamiser la région et tenter de faire émerger des activités alternatives, le Niger a adopté un programme de 460 millions d'euros soutenu par l'Union européenne. Un programme dont les effets se font toujours attendre. On veut contrôler la migration, on veut arrêter l'immigration, l'économie va avec. Hein. Depuis qu'on a criminalisé effectivement l'activité, c'est vraiment un souci pour la ville d'Agadez. Extrêmement pauvre, le Niger est pris en étau entre les groupes islamistes implantés dans le Sahel et Boko Haram dans le sud. La chute de l'économie à Agadez risque de pousser les chômeurs vers d'autres activités plus lucratives, comme le trafic de drogue, d'armes ou de voitures. Dans les rues de Lagos, au Nigeria, il n'est pas rare de voir des hommes habillés en tenue traditionnelle. Amples et légères, ces tuniques sont au contraire devenues la nouvelle tendance. Omobolaji est tailleur. Il s'est spécialisé dans la confection de ses habits. Son carnet de commandes ne désemplit pas. Quand vous sortez le lundi matin et que vous mettez une tenue traditionnelle, ça veut dire que vous êtes un entrepreneur. D'habitude, vous vous réveillez, cravate, chemise, tout le monde se précipite. Mais quand vous avez un rendez-vous, vous avez envie de dire aux gens « Ok, je suis africain, je viens de Lagos au Nigeria, voici mon style ». Chanteurs à la mode, hommes d'affaires et jeunesse branchée, tous ont adopté ces tenues inspirées des costumes traditionnels du Nigeria. Une tendance unique en Afrique, où bien souvent la mode occidentale s'impose aux hommes. J'aime avoir un look différent et je m'habille souvent en traditionnel pour travailler du lundi au vendredi. Je trouve cela très confortable et très à la mode. Les gens les aiment simples, sans trop de broderie ou d'imprimés voyants, des choses faciles à porter. Une mode qui s'invite aussi sur les podiums des défilés de Lagos, capitale de la mode africaine. Nelly Wanji a ouvert un magasin de mode africaine à Paris. C'est désormais ici qu'elle vient dénicher les nouvelles tendances. Les femmes sont très internationales dans leur silhouette.
avec des robes que toutes les Parisiennes pourraient porter. Mais les hommes en particulier, ils ont une tenue qui est très locale et que je trouve très intéressante à ramener à Paris. Avec plus de 500 ethnies, le Nigeria regorge de traditions vestimentaires, une source intarissable d'inspiration pour les stylistes pour partir à l'assaut de la mode masculine internationale. L'Afrique du Sud a triomphé contre le 15 de France sur un score de 37-14 à Pretoria pour le premier match test de la saison. Les Springboks ont perdu 8 des 12 tests l'an dernier et les médias ont spéculé qu'une série de défaites contre la France pouvait remettre en question l'avenir de l'entraîneur Alistair Coetzee. Enfin, les fans, les proches, les coéquipiers et les amis du footballeur ivoirien Cheick Tioté lui ont rendu hommage à Pékin avant que son corps ne soit rapatrié dans son pays natal. L'international ivoirien s'est effondré pendant un entraînement avec son club chinois. Les causes de sa mort n'ont pas encore été établies. Dans notre prochaine édition, nous partirons à la découverte des nouvelles applications qui aident les petits commerces au Sénégal. À la semaine prochaine!